mettre de l'autre côté si jamais. Hein? Bon, bah écoutez, je vous remercie d'être là. Il y a encore du monde qui arrive parce que Lorient a fait match nul. Hein? Non, c'est pas fini. Bon. Alors, on va commencer. Je vous remercie beaucoup d'être venus. Pour les personnes qui n'ont pas pu rentrer, ça sera filmé, ça sera sur YouTube. Alors, Prozac va se balader parmi vous. Il est inoffensif. Il est gentil. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est quelque chose d'un petit peu particulier par rapport aux autres conférences. On n'est pas dans une conférence où on va vous donner des tas de... On va vous donner des données, mais les données qu'on va vous donner, c'est pour que chez vous, vous puissiez vous en servir. C'est que vous puissiez regarder les animaux. J'essaierai de pas trop être technique, mais il va falloir quand même s'accrocher par moment, parce que si vous voulez, on est dans un monde où on a du mal à apprendre, mais on a davantage tendance à juger. Là, c'est d'essayer d'apprendre le mieux possible, et de voir que nos animaux, Prozac par exemple, ou Nico, là, ils sont d'une puissance absolument étonnante, et actuellement, le monde entier est en train de chercher dessus. Alors c'est ce que je ferai. Je vais laisser la parole à Maëlys Chapelet-Baron, qui est docteur, qui va se présenter. Moi, je m'efface tout de suite. Je suis qu'un porte-parole des animaux, hein, si vous voulez. C'est eux les plus importants. Et sachez quand même que l'orientation de tout ce qu'on a pu faire ici, c'est que le bien-être animal et le bien-être citoyen sont totalement indissociables et indéfectibles. Indissociables, ça veut dire qu'on ne peut pas les séparer, indéfectibles depuis la nuit des temps. Alors, je laisse la parole à Maëlys, et qui va vous brosser un tableau. Et puis après, on rentrera dans le détail de quelque chose qui est très simple. Et comme toutes les choses simples, c'est le plus compliqué. Voilà. Donc bonjour à tout le monde. Je me présente rapidement, donc Maëlys Chapelet-Baron, j'ai un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire. J'exerce depuis bientôt 5 ans en profession libérale en yoga, thérapie ayurvédique, la médecine traditionnelle indienne, le qigong, la massothérapie, donc tout ce qui est des techniques psychocorporelles qui aujourd'hui sont intégrées dans des programmes de médecine, qu'on parle de médecine intégrative, que je vais présenter un petit peu. Et aujourd'hui, je suis chargée de mission en politique de santé dans des établissements d'accueil de EHPAD, IME et femmes, donc des établissements qui accueillent des adultes et des enfants en situation de handicap, polyhandicap et autisme, où la question de la médiation animale, justement, est souvent abordée, et où mon rôle en tant que scientifique et thérapeute en technique psychocorporelle serait d'initier une démarche de médecine intégrative. Pour introduire la conférence de Dr Charrier sur la puissance des animaux domestiques, j'ai décidé de présenter l'animal, enfin de poser comme question donc, si l'animal n'était pas l'avenir de l'homme. Il y a différents ouvrages, hein, il y a des livres, des podcasts, il y a des émissions, des documentaires sur le sujet. Je pense qu'on peut parler des animaux comme des partenaires sociaux, et je vais aborder un petit peu ces partenaires en présentant leurs bénéfices et leurs avantages sur la santé humaine et sur la coévolution avec l'homme. Donc pour commencer, je vais rappeler aujourd'hui par l'OMS où un des mâles présentés en santé publique, c'est le stress. Qui aujourd'hui est considéré comme le mal du siècle, qui est parfois... Alors, il faut distinguer le bon stress du mauvais stress. Hein. Le bon stress, c'est une réaction totalement normale de l'organisme. Face à un événement, on a la capacité de réagir très vite, de mettre tout le corps en action pour avoir la réaction la plus appropriée, la plus efficiente.
Là où le stress devient mauvais, c'est quand le stress devient chronique et où on a cette adrénaline qui est sécrétée en réponse à un stress ou un événement, va se transformer en production de cortisol, qui, le cortisol, quand il est stocké trop longtemps dans l'organisme, va avoir des effets, on l'a vu à la conférence précédente, délétères et parfois très nocifs. On peut parler de neurotoxicité et d'épuisement complet de l'organisme, donc un manque de vitalité. Et donc, aujourd'hui, on a des réponses pour venir répondre à ce stress qui sont la médecine conventionnelle d'une part, la médecine préventive d'autre part et la médecine complémentaire d'autre part. Ces trois médecines sont regroupées, c'est assez récent, par l'ARS et les autres autorités de santé. Aujourd'hui, on parle de santé intégrative qui va prendre en compte un parcours très individualisé du patient ou de la personne pour venir répondre le plus justement à sa pathologie. On sait que le stress est souvent soit facteur déclencheur, soit facteur aggravant d'une pathologie ou d'un déséquilibre, qu'il soit physique ou émotionnel. Donc dans cette santé intégrative et dans ces approches, on va parler beaucoup de l'hygiène de vie, que ce soit les activités physiques, sportives, l'alimentation ou les soins du corps, à travers par exemple les massages, mais on va aussi avoir ce qu'on appelle les thérapies psychocorporelles, donc la psychothérapie en fait partie, on va avoir un travail corps-esprit, vous connaissez peut-être la méditation, ou toutes sortes de pratiques comme le yoga, le qigong, où il y a cette introspection dans la pratique, cette relation à la respiration, le retour à soi, la naturopathie, les plantes, etc. Et la médiation animale fait aussi partie d'une thérapie psychocorporelle, on le comprendra un peu après. Pourquoi? Donc là, j'ai listé quelques exemples en fait, de thérapies psychocorporelles qui sont étudiées aujourd'hui. On a des hôpitaux, des groupes témoins d'hôpitaux. Vous avez le comité de santé durable, le C2DS, comité durable de la santé, qui constitue des groupes de travail pour aller implanter la médecine intégrative dans des établissements de santé et des établissements médico-sociaux. Et donc, ils font des études vraiment pour valider un peu l'usage de ces pratiques avec une rigueur scientifique. Parce qu'il y a des dérives, c'est à l'étranger, vous prenez la Suisse, l'Allemagne ou le Canada, on a énormément de pratiques alternatives au sein de la médecine conventionnelle. En France, c'est un petit peu plus long, un peu plus compliqué à mettre en place parce que justement, ça n'a pas été cadré dès le départ. Et on a souvent des dérives, donc ça rentre dans les cursus un petit peu de formation et les validations scientifiques sont en cours. Donc, moi, j'ai voulu présenter par rapport au stress, qu'est-ce qui allait se passer. Donc, le stress, on dit qu'il est accélérateur du vieillissement. C'est un marquage il va venir marquer l'épigénome. L'épigénome, c'est comme si on a notre code génétique. C'est comme si on avait des interrupteurs ou des post-it qu'on installait sur le code génétique pour changer la lecture du code génétique en fonction de l'environnement, de l'alimentation et de notre état physique et émotionnel. Donc si le stress vient marquer négativement en fait, notre épigénome, les pratiques psychocorporelles, elles peuvent venir marquer positivement notre épigénome. Le stress sur le corps va induire, je reste très très large, une phase d'épuisement globalisé, et sur le cerveau, une affection de l'hippocampe qui est le siège en fait de la mémoire et de la fonctionnalité. Et donc on va constater une neurotoxicité. Et donc, ce que je voulais vous rappeler ou vous présenter, c'est que le cerveau humain, on sait qu'il est distingué en cerveau gauche, cerveau droit, avec un côté analytique, linéaire, le côté gauche, et l'hémisphère droit qui est lui plutôt en arborescence, dans la créativité, l'intuition, etc. Et donc, on a ces pratiques psychocorporelles qui viennent en fait faire le pont entre ce cerveau gauche et ce cerveau droit, puisqu'on est dans une société et dans un fonctionnement aujourd'hui où on est très 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 cerveau gauche. On nous demande en fait d'être dans l'efficacité, dans la performance, et on nous délaisse un petit peu, on a une suractivité de notre hémisphère gauche au détriment de l'hémisphère droit, qui va être lui plus dans la rêverie, dans l'imagination, dans la relaxation aussi. Et donc on voit bien sur ces images en fait, qu'il y a un pont à faire entre cet hémisphère gauche et cet hémisphère droit. Donc les pratiques psychocorporelles permettent notamment de diminuer l'activité du cerveau gauche, d'augmenter l'activité du cerveau droit et par corrélation de diminuer l'activité du système nerveux sympathique qui va être lui dans l'action et la réaction pour augmenter l'activité du système nerveux parasympathique qui lui va être dans la pure relaxation. Et si j'en reviens en fait aux animaux, ce qui se passe avec l'animal, c'est que lui, il a une symétrie
naturel, il est beaucoup plus équilibré dans son fonctionnement cérébral, que ce soit le droit ou le gauche. C'est pour ça qu'il est capable de lire nos intonations, d'interpréter nos intonations, d'avoir parfois, Dr Charrier présentera cette anticipation de nos comportements. Et il a été, on commence à le prouver, que de côtoyer et d'interagir avec l'animal, ça va permettre à nous, humains, de réduire l'asymétrie fonctionnelle de notre cerveau, de synchroniser les ondes cérébrales, donc de faire le pont entre les deux hémisphères, et donc de rétablir tout simplement, de façon très globale, l'équilibre, en fait, de diminuer en fait notre taux de stress et de retrouver un équilibre optimal en termes de santé. Donc j'ai présenté tout ça parce que l'animal, on l'utilise en thérapie alternative, complémentaire et intégrative, en médiation. On l'a vu dans la conférence précédente avec les chevaux et l'équithérapie notamment. Vous avez l'usage aussi des chiens en EHPAD. Vous pouvez avoir aussi les lapins, les cobayes, les hamsters. On a vraiment cette interaction, on vient enrichir, grâce à la communication non verbale, recréer du lien avec ces personnes, parfois même avec le polyhandicap ou l'autisme, où il y a vraiment une interaction qui se produit et qui peut favoriser les échanges. On recherche souvent dans le polyhandicap ou chez les enfants qui présentent des troubles autistiques et des troubles du comportement et du développement, ce manque en fait d'interaction. On ne sait pas forcément comment venir évaluer et répondre correctement à leurs attentes, comprendre leurs besoins, et par le biais de l'animal, on a une lecture, par le comportement de l'animal, on peut avoir une lecture de l'individu. Donc ça, c'est vraiment l'usage un peu thérapeutique, donc de la zoothérapie au sens large, mais l'animal domestique, chien, chat qu'on peut avoir chez soi, a aussi un effet extrêmement bénéfique pour notre santé. Il nous ramène de toute façon à l'instant présent et il permet vraiment de réduire notre état d'excitation et notre état de stress. Donc je l'ai présenté de cette manière-là parce que pour l'avenir de l'homme, où on sait que notre société est une société qui va dans tous les sens à 10 000 à l'heure, on sait que cette société, c'est une société très cerveau-gauche. Et nous, en fait, cette société, elle est au détriment de notre équilibre. Donc, on sait que le chien, par exemple, je marque la coévolution, parce qu'en fait, si on parle de l'écosystème global, on en parlera juste après, notre évolution est conjointe à notre écosystème, que ce soit la nature, que ce soit les plantes, les végétaux ou les animaux. Et avec le chien, on a une histoire d'à peu près 20 000 ans de coévolution, où on peut même, aujourd'hui, il y a des articles très récents qui expliquent que le chien, comme nous, on se transforme au fil des décennies, et le chien s'est également métamorphosé en termes de musculature, par exemple faciale, pour encore mieux réussir à communiquer avec nous. Alors on parle de communication non verbale toujours, mais il y a cette expression dans le comportement du chien et dans l'expression faciale où il y a eu des gros changements, des grosses évolutions. Et donc c'est toutes ces études-là qui sont menées aujourd'hui pour comprendre comment l'homme peut apprendre du règne animal et notamment de nos animaux domestiques, parce qu'eux ont cet équilibre naturel entre l'action et la relaxation. Et donc de les côtoyer et d'interagir avec eux, ça va vraiment nous apporter en fait des bénéfices à tout point de vue. Je parlais de la nécessité de la prise de conscience de leur puissance, c'est pour faire le parallèle avec ce que Dr Charrier va raconter juste après. Et je pense qu'il est, voilà, pour moi, évidemment, l'animal et la relation à l'animal est très importante et fait partie de notre avenir pour retrouver tout simplement un état de bien-être optimal dans notre quotidien. J'ai voulu mettre quelques références parce qu'il y a des livres très intéressants, L'animal, l'avenir de l'homme justement, très engagés, mais c'est bien aussi de voir un peu les deux côtés parfois quand on a des thématiques. L'émotion des animaux, qui est aussi un livre très, très puissant où on vient comprendre sur différentes races, ça va jusqu'au loup justement, et même des animaux de savane. Le documentaire très très bien réalisé sur le plus bel ami de l'homme, où on comprend toute la chronologie de comment le chien a été domestiqué, mais comment en fait le loup s'est rapproché de l'homme, pour ensuite créer ce lien où le chien était vraiment à usage, garder les troupeaux, enfin on l'utilisait pour du travail, et comment on en est arrivé à être véritablement, à créer ce lien d'amitié avec le chien. Il y a un podcast, il y a 5 épisodes très intéressants aussi sur l'animal,
en tant qu'avenir de l'homme. Et je laisse la parole maintenant au docteur Charrier, qui est psychiatre et éthologue, qui se représentera encore plus précisément, qui va présenter donc l'incroyable puissance des animaux domestiques. Et moi, je vous remercie. Vous avez vu Namiko, je pense, qui est toute gentille, qui fait un peu peur parfois, mais qui est vraiment adorable. Merci beaucoup. Ouais. Est-ce que vous avez des questions là? Non? C'est le moment que jamais. Bon, alors, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est... Alors, c'est marrant parce que je vous promets que je n'avais pas du tout prévu ce qu'a dit Maëlys, le docteur Maëlys, docteur Chaplet-Darron. Et en fait, c'est l'introduction, c'est le centre de ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, si vous voulez, c'est... Je voudrais vous apporter des choses qui vont vous permettre, sans aucun doute, de voir les animaux différemment et de mieux vivre. La petite histoire, si vous voulez, c'est que moi, j'ai loupé brillamment vétérinaire, je suis devenu psychiatre, et en fait, je retourne à mes premiers amours en tant que délégué à la condition animale. Donc, si vous voulez, la grosse différence, j'ai soigné les gens pendant 40 ans, moi, les animaux, les soigner, ça me coûte pas du tout, quoi. Donc, c'est vraiment une passion. Et ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous touche. Il y a eu beaucoup de conférences qui expriment des choses. Moi, ce que je voudrais, c'est que dans ce que je vais pouvoir vous apporter, ça vous renvoie dans votre système limbique, l'hippocampo, mamilo, télimaire, etc., des choses qui vont vous toucher et des choses qui vont vous faire réfléchir. Et je pense que ça va être intéressant. Alors, pour les gens qui n'étaient pas là quand même, il est chiant ce chien. Pour les gens qui n'étaient pas là, si vous voulez, quand même, à la première conférence, sachez qu'à Lorient, il y en a pour 1 minute. On a fait une délégation, si vous voulez, animale, qui va intervenir au niveau de la police avec les chiens de catégorie, la propreté, au niveau des EHPAD, tous les EHPAD ont des animaux, au niveau d'une politique de gestion par rapport aux nuisibles. On a joué au niveau des transports, on a joué au niveau associatif, là il y a des gens des associations, et au niveau horizontal, il y a un numéro unique, dès que vous téléphonez, tout est dispatché à ce numéro unique. Madame Le Faucheur, qui est là, Bonjour à tous. Qui se présente et qui prend tous les éléments. Par ailleurs, sur un plan vertical, on n'est que 2. On n'avait pas de budget, on a essayé de se débrouiller, on a fait un parc animalier. Le maire, gentiment, a proposé quand même, si vous voulez, gentiment quand même, il faudra que j'étudie ça, si vous voulez, un cimetière du souvenir. Il y a bien entendu des arrêtés qui ont été faits avec les chats pour les stérilisations. Il y a de l'éco-pâturage. L'éco-pâturage, soyez bien clairs, c'est pour que les animaux fassent des choses que l'on ne peut pas faire, mais avec le bien-être animal. Et surtout, par-dessus tout, je pense que là, je le dis dès le départ, c'est que quelque part, on a été acté depuis 4 jours, pour intégrer l'éducation nationale. Ça, c'est très important, vous allez voir pourquoi. Alors, je vais y aller d'une manière très tranquille, très sympa, surtout si vous avez des questions, vous les notez dans un coin de votre tête. Lâchez, je reviendrai, j'ai toujours un côté un peu thérapeutique et un côté un peu professoral pour que les gens ne soient pas trop paumés. Ça va dérouler tout doucement et ça va aller du plus simple un petit peu au plus compliqué, mais le plus compliqué sera facile à appréhender du fait qu'on aura vu le plus simple. Dans un premier temps, si vous voulez, je voulais vous donner quelques chiffres. Grosso modo, sur Terre, il y a 60 000... en France, on va prendre la France, ça sera plus pratique. En France, on a 67 millions d'habitants. D'après vous, combien y a-t-il d'animaux domestiques? Vous pouvez le dire, allez-y. D'après vous, combien il y a d'animaux domestiques sur 67 millions d'habitants? 62 millions. Bon, alors il y a quelqu'un qui a les chiffres. Il y a 62 millions d'animaux domestiques. Alors, où j'ai été très étonné, c'est que les chats ont la cote, 33%, les chiens 27%, parce qu'ils nécessitent plus de boulot. Et alors, où j'étais très bluffé, c'est les rongeurs, les cochons d'Inde, les cobayes. C'est incroyable. Et puis, il y a une conférence avant, il y a une domestication des animaux un petit peu sauvages, on va dire, les poules, il y a les chevaux, et on arrive, sans compter les oiseaux, parce que si je prenais les volières où il y a plus d'oiseaux, il y aurait plus d'animaux domestiques que d'habitants. Et quand je dis animaux domestiques, ce n'est pas des animaux soumis, c'est des animaux qu'on côtoie domestiques. L'étymologie domestique, c'est des animaux dans notre environnement. Et quand on est parti, si vous voulez, avec la mairie de Lorient, on a dit bien-être animal, ce que j'ai dit, le bien-être citoyen sont indissociables. Je pense que c'est indéfectible. Alors, pour vous donner je continue, la Terre. La Terre, si vous voulez, on va partir de là. La Terre,
peu de gens s'en rendent compte, mais la Terre, elle est irriguée, elle est innervée, elle est chauffée, elle bouge, elle cicatrise, elle tourne sur elle-même, elle est mouvante. La Terre, c'est à peu près un être vivant. Et le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à se rendre compte que c'est un être vivant. C'est la première chose. Si on pouvait imaginer depuis quand est née la Terre, c'est la hauteur de la Tour Eiffel. Depuis quand les hommes sont sur la hauteur de la Tour Eiffel, de cette Tour Eiffel, si vous voulez. Si vous voulez, l'âge de l'homme, c'est la couche de peinture sur la Tour Eiffel. Aujourd'hui, nous avons eu hier des conférences sur les chevaux. Ils sont bien antérieurs à nous. Les poulpes, bien antérieurs à nous. Les oiseaux, nous, on est d'arrivée très récente. Et ce que je remarque, ce n'est que mon avis, vous pourrez réagir, je trouve qu'on est dans un aspect un peu anthropique. Entropie, c'est qu'on tend vers le chaos. Et je dirais même que par, si vous voulez, l'évolution actuelle, ce chaos, il est quasiment exponentiel. C'est-à-dire qu'on tend vers un chaos, on fout tout en l'air, et ça va de plus en plus vite. Donc on appelle ça une entropie exponentielle. Alors, l'évolution des individus, alors qu'est-ce qui l'habite? C'est les végétaux, bien sûr, et les animaux. Et là, je reprends un peu ce qu'a dit le Dr Chapelet-Baron, c'est-à-dire que l'homme, qui est très récent, s'est spécialisé dans son cerveau gauche. Le cerveau gauche, c'est je projette, je réfléchis, j'anticipe, je calcule. On est assez con, parce qu'il n'y a que le terme-là, de croire que ce que l'on pense, c'est vraiment ce que l'on pense et ce qui est. Ce que l'on pense, c'est 3 centièmes de ce qui est à l'intérieur. On ressent bien avant d'avoir pensé. Et c'est là, quand en psychiatre, quand j'ai fait mon éthologie, ça m'a servi, parce que vous allez voir que les animaux sont plus futés que nous. Donc l'homme, si vous voulez, il est toujours dans ce cerveau gauche. Il gère, il cadre, il organise, il prévoit, il anticipe, il calcule, il réfléchit. C'est le cerveau gauche qui vient à une valeur à peu près de 95%. La deuxième chose qui différencie les animaux, et vous allez voir que ça c'est hyper important, c'est que si je vous demandais, je vais vous le demander puisqu'on n'est pas trop nombreux, qu'est-ce qui différencie les hommes des animaux? Allez. Pardon? L'intuition. La parole. Parce que tu crois que les dauphins ne parlent pas, Aurélie? Ils ont la parole. D'accord. Donc la parole, on la met au vestiaire. Qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal? Le raisonnement. Je peux vous assurer que quelque part, les stratégies des rats, on les verra, elles sont fantastiques, au vestiaire. Donc on ne va pas tourner en rond. Ce qui différencie l'homme des animaux, c'est que l'homme a besoin de sacré. Quel est l'animal qui va avoir un dieu extérieur? Il n'y a que l'homme. Alors nous, on externalise, on projette ce dieu. Alors il y a le dieu, bien entendu, c'est ce qu'on appelle le religieux. Alors il est habillé par les religions du livre, les religions hindouistes, ce que vous voulez. Maintenant, il y a les religions séculières, le politique, capitalisme, marxisme. Ensuite, il y a la religion du foot aussi. Mais l'animal n'externalise pas cette notion du sacré. Sauf peut-être, les dauphins et les éléphants qui sont les animaux à gros cerveau. Donc, si vous voulez, j'amène cette phrase tout de suite avec le directeur du CNRS. Le directeur du CNRS, qui est très connu, Chapotier, qui dit « L'homme est un loup pour l'homme, non pas parce qu'il est un animal, mais parce qu'il est un homme qui a renié ses capacités émotionnelles au profit d'un développement intellectuel excessif. » Et on est en plein dedans. Maintenant, si on voit l'évolution de l'animal. L'évolution de l'animal, si vous voulez, au niveau de l'homme, d'abord, les Grecs et les Romains n'étaient pas si arriérés que ça, parce qu'ils disaient que c'était des animaux thaumaturgiques. Thaumaturgiques, c'est-à-dire qu'ils faisaient des miracles. Ils étaient dans les temples. Ensuite, on s'en est servi, si vous voulez, au niveau des troupeaux. Et maintenant, il est domestiqué. Domestiqué n'est pas un terme négatif. Et on s'est rendu compte de quoi au niveau de l'évolution? C'est qu'ils ont une intelligence qui est intellectuelle et émotionnelle. Ce qui est très important, il faut que vous le sachiez, c'est qu'actuellement, les nouveaux quotients intellectuels, depuis 7-8 ans, sont plus du tout ceux d'avant. C'est-à-dire que le quotient de l'intelligence est l'association du quotient intellectuel et du quotient émotionnel. Et c'est très important parce que quelqu'un qui va être équilibré entre l'intelligence et l'émotionnel va avoir un ego noble. Celui qui va être dans l'intellect va toujours avoir un ego, être le meilleur, le plus beau dans la course à l'échalote. Et là, il y a quelque chose qui se dégage avec l'animal. L'animal, il a ses failles. Il est intelligent, vous allez voir, et il est équilibré entre ces deux valeurs. Et alors, on s'en sert en médecine, on s'en sert partout parce qu'il est équilibré. Et
Et vous allez vous rendre compte que cet équilibre nous amène à des qualités qu'on est en train de travailler actuellement. On se rend compte que les animaux, je vous le dis tout de suite, je le ferai très simplement, sont capables de jouer au niveau de la mécanique quantique. Mais nous, on n'est pas capable de le faire, on le subit. Ça, c'est quand même intéressant. La deuxième chose, c'est qu'on est très prétentieux, parce qu'on a jugé l'intelligence animale jusqu'à maintenant par rapport à nos propres critères. Si un dauphin nous jugeait, un cétacé ou un orque nous jugeait, ils se diraient, mais ils sont complètement débiles. Ils vont voir un gynéco pour faire une échographie. Enfin, c'est une évidence. Ils ont des communications extraordinaires. Et on va se rendre compte que dans leur capacité intellectuelle, émotionnelle et intellectuelle, ils nous dépassent en long. Donc, si vous voulez, ce qui est important. Alors maintenant, ce que je remarque, moi, c'est pas ce que je pense, c'est ce que je remarque, c'est que le bien-être animal, c'est du délire. Depuis que la liste du maire Fabrice Loher a été élue, je regarde dans les journaux, tous les jours, le bien-être animal arrive. Les cirques, maintenant, bouillonnent, fait des hologrammes. Les manteaux de fourrure, il n'y a plus qu'une boîte qui a le droit des manteaux de fourrure. Tout est annulé. Le problème, si vous voulez, regardez comme le bien-être animal est partout. Il se politise. Et il a une particularité, le bien-être animal, c'est que jusqu'ici, il n'est ni de droite ni de gauche. Quand vous rencontrez des gens avec... Vous avez un chien ou un chat, vous n'allez pas parler de la gauche ou de la droite, vous n'avez rien à faire. Si vous voulez, on est dans une relation, si vous voulez, où il y a un équilibre qui se crée dans notre jeu. Et actuellement, les plus grands philosophes, alors je ne vais pas vous les citer, mais je vais vous en citer un que vous connaissez tous, c'est Onfray, et Onfray se dit, est-ce qu'au fond, le bien-être animal ne serait pas ce sacré qu'on a au fond de nous-mêmes, qui n'est plus porté par une religion, catholicisme, et qui est quelque part habillé du bien-être animal. Ce qui veut dire que le bien-être animal sera un archétype, ce qu'on appelle l'archétype, c'est ce qui nous constitue, de notre sacré. Et vous allez voir que ça se concourt. Donc jusque-là, j'espère que c'est pas trop compliqué, si vous voulez, mais j'étais obligé de faire cette petite avancée qui corrobore ce que dit Madame Chaplet-Baron, c'est que les animaux sont beaucoup mieux équilibrés que nous. Et après, dans la conférence, vous allez voir jusqu'où ça va. Alors, on va y aller tout doucement maintenant qu'on a introduit sur les pouvoirs des animaux. Alors, les pouvoirs des animaux, c'est pas très compliqué. Les premiers, on y va. C'est bien entendu ce qui nous touche au niveau des animaux. J'ai mis des chiens, mais ça peut être des chats, c'est la fidélité. Vous savez, il y a Ostring qui disait le chien est très particulier, il aime davantage son maître que lui-même. C'est vrai. C'est assez troublant. C'est un être qui est d'une fidélité incroyable. Ensuite, il y a l'attachement et la gratuité. Quand je vois des abrutis qui disent que quelque part un chien est content quand on rentre parce qu'on va lui donner à manger, on peut prouver par des 1000 examens que c'est faux. C'est-à-dire qu'il est content de nous retrouver. La troisième chose, c'est l'affect inconditionnel. On verra les expériences de ces chiens qui sont capables de retrouver des tombes à des centaines de kilomètres. La sensibilité, l'authenticité. L'authenticité, si vous voulez, c'est une petite vidéo, on ne la voit pas, mais c'est-à-dire qu'ils sont authentiques, ils ne trichent pas. Ensuite, la générosité. La générosité, c'est que vous le ressentez tous ces choses-là. Et puis, il y a quelque chose dont j'ai commencé à parler, si vous voulez, c'est que dans cette société où on a du mal à apprendre, ce que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juger. Ça, le jugement, c'est facile. Et ensuite, il y a ce que l'on appelle la sincérité. Donc, j'ai pris ces 8 qualités, si vous voulez, mais il peut y en avoir plein d'autres. C'est les choses que vous ressentez avec les animaux. Il y a quelque chose qui se passe qui est leur qualité. La deuxième chose qui est très particulière avec les animaux, si vous voulez, et ça, personne ne s'en rend compte, comme les choses les plus simples, on ne s'en rend pas compte. Je me rappellerai toujours, je vais vous donner une analogie, quand je disais à quelqu'un rien n'est constant sauf quoi, les gens, ils ne vous répondent pas. Si je vous dis, je ne vais pas vous faire l'expérience à chaque fois, mais si je dis rien n'est constant sauf quoi, ben les gens ne répondent pas. Et si je vous donne la réponse, rien n'est constant sauf le changement, les gens disent c'est une évidence. Mais ce qui est évident, on ne le voit pas. Et là, ce que je vais vous dire, c'est qu'on ne le voit pas, c'est que quand vous mettez un animal au sein d'un couple, au sein d'une famille, au sein d'enfants, le problème, c'est qu'il est synergique, il majore le lien affectif. Il n'y a pas une complémentarité. Il ne s'oppose pas au lien entre le père et l'enfant. C'est comme si le chien magnifiait en quelque sorte le lien. C'est quand même assez intéressant. Alors maintenant, on va arriver à des choses, si vous voulez, qui sont beaucoup plus techniques, mais que vous devez savoir. Parce que ça, ce sont des choses
très importante. Alors, il n'y a pas de photo là-dessus. C'est que les animaux, maintenant, les chiens comme les chats, vont vous apporter 4 hormones. 4 hormones qui vont être synergiques. La première hormone, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone du bien-être. Par exemple, quand vous êtes dans un couple, au départ, c'est la lulibérine. La lulibérine, c'est plus dans le désir. D'ailleurs, beaucoup de gens confondent aimer et désirer. C'est un autre problème. Et l'ocytocine, c'est le bien-être. C'est au bout de 2 ou 3 ans dans un couple, le bien-être, on se sent bien. Les chiens amènent augmentent l'ocytocine. La deuxième chose qu'ils augmentent, c'est la dopamine. Et ça, vous l'avez tous retrouvé quand vous avez des animaux, c'est le plaisir. Par exemple, c'est souvent quand vous allez rentrer chez vous et que le chien est là, il y a du plaisir à le retrouver. Le plaisir, la dopamine. La troisième chose que Maëlys a évoquée, c'est la baisse du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et où j'étais très étonné, parce que quand j'ai commencé à travailler la conférence, ça n'y était pas encore, ça y est depuis maintenant, j'étais un peu visionnaire avec mon chien, c'est-à-dire que maintenant, ça augmente la sérotonine. La sérotonine, c'est le moral. Et bien entendu, les antidépresseurs, c'est de la sérotonine. Le Prozac, c'est de la sérotonine. C'est ce qui augmente le moral. Donc, quand vous avez un chien et un chat, plus particulièrement dans le regard pour le chien et dans le ronronnement pour le chat, il y a automatiquement baisse du cortisol, augmentation de l'ocytocine, de la dopamine, de la sérotonine. Et ça, c'est quelque chose qui est évident. Donc, on va s'en servir sur un plan thérapeutique, au niveau médical. Alors, au niveau médical, si vous voulez, on va s'en servir par rapport à leur sens. Par rapport à leur sens, ils sont capables de dépister, par exemple, les crises d'hypoglycémie, les crises d'épilepsie. Ils sont capables de diagnostiquer, bien entendu, le Covid. Le Covid, ils étaient à 97%. Je ne suis pas convaincu que les tests PCR soient à ce niveau-là. On ne va pas rentrer dans le débat, ce n'est pas encore dans les mœurs. Mais ils diagnostiquent les cancers, plus particulièrement les cancers au niveau des glandes mammaires, au niveau du sein chez les femmes. C'est assez impressionnant. Donc ça, c'est l'aspect préventif. Et les hypoglycémies. Les diabétiques, maintenant, ont tous des chiens qui leur préviennent des diabètes. Comment ? Ensuite, au niveau curatif. Alors, au niveau curatif, on a des animaux partout. Maintenant, on va voir les animaux dans les EHPAD, bien sûr, parce qu'ils vont augmenter la dopamine, etc. Les animaux vont donner un bien-être, si vous voulez. On le retrouve en milieu carcéral, en essayant d'être le plus tranquille possible avec les animaux. On le retrouve dans les milieux institutionnels. Par exemple, pour ma part, quand j'étais psychiatre au début, il y a 35 ans, 36 ans, on m'avait dit, je travaillais toujours avec mon toutou, et on m'avait dit, si tu travailles avec ton chien, tu peux avoir un blâme. Maintenant, l'ordre nous propose, nous demande, induisent que si on pouvait travailler avec un animal, ce serait mieux. Vous voyez, en 35 ans, ça change beaucoup. Et si vous voulez, ce qui est très important, c'est que comme ils sont équilibrés, cerveau gauche, cerveau droit, ils sont capables d'établir des liens avec ces gosses, on va dire, qui quelque part sont emprisonnés dans leur cerveau, dans leur tête, c'est ce qu'on appelle les autistes ou les Asperger. Et là, il y a des liens qui se créent qui sont absolument phénoménaux. Bon. Alors maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui est important. Vous n'avez rien à comprendre, vous n'avez qu'à écouter, vous allez ressentir. J'ai pris un animal sauvage exprès pour majorer la chose. Quand vous vous baladez dans la forêt, c'est Morisot qui en parle beaucoup. Quand vous vous baladez dans la forêt et que vous tombez, si vous voulez, sur une biche, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes avec des gosses, imaginons. Les gosses sont heureux. Nous, on est attentifs. On la regarde. On n'a pas envie qu'elle parte. On l'observe. On est dans un état de conscience modifié, ce qui est très, très travaillé à Liège. Je vous dirai pourquoi après. Parce que dans cet état de conscience modifié, notre cerveau droit est libéré, et il se passe des tas de choses. Et à ce moment-là, quand on est avec cette biche, qu'on la regarde, il y a comme un moment magique, si vous voulez. On n'a pas envie que ça s'arrête, l'espace-temps s'arrête. Si vous voulez, il y a quelque chose qui est comme un don. Or, la biche ne vous a rien donné, on ne lui a rien donné. Il y a comme un reflet qui fait que quelque part on est touché. Et on est tout simplement touché parce que la biche nous renvoie notre cerveau droit endormi associé à notre cerveau gauche. Et là, c'est des moments où on est d'un potentiel énorme, et je vais vous le prouver après, alors que quand on est dans le cerveau gauche, très à l'affût de ce qui va se dire, il va se penser, on est très bas. Et actuellement, dans les nouveaux quotients d'intelligence, on est en train de se rendre compte que les gens qui sont en quête de pouvoir, qui sont en quête de tas de choses, sont davantage cerveau gauche. Mais il en faut, il en faut.
c'est pas du tout une critique, mais les performances actuellement quantiques sont par les gens qui sont équilibrés. Donc si vous voulez, la biche, c'est la plus belle illustration, si vous voulez, de cet équilibre entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des choses relativement simples. Je vous ai parlé de ce qui se passait au niveau de la délégation animale, qui extérieurement sait s'occuper des animaux, mais c'est important, et je reviens au PEDT, au niveau des enfants, j'en parlerai tout à l'heure. Je vous ai vu qu'ils sont attractifs, qu'ils ne sont pas concurrentiels, ils sont psychopompes, ils aident avec leurs hormones, ils sont thérapeutiques, curatifs et thérapeutiques, parce qu'ils vous renvoient des tas de choses. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et là, je l'ai fait d'une manière, il y aura bien entendu toutes les choses. C'est pour vous faire comprendre à quel point il faut avoir beaucoup d'humilité dans ce que l'on fait. Alors, on va commencer par la transmission infraclinique. Qu'est-ce que c'est que la transmission infraclinique? C'est tout simplement la télépathie. Mais la télépathie, je n'ai pas tellement ce terme-là. Les animaux, on va essayer de faire la télépathie, par exemple, entre les animaux et leurs maîtres. Alors, entre les animaux et leurs maîtres, on a les fameuses expériences de Fenel. C'est-à-dire qu'il apprend des groupes de chiens, qui sont 6 à peu près, 5-6, et il les fait vivre dans la maison. Quand le maître arrive, le chien bouge. Alors on s'est dit, c'est normal, puisque le maître arrive et c'est des horaires fixes. Fenel a dit, non, on va demander à quelqu'un, d'une manière aléatoire, de choisir l'heure du retour. Donc, au lieu d'être à 8h, midi, 6h, ça va être 10h, 11h. Et là, on s'est rendu compte que les chiens... Alors, j'ai oublié quelque chose qui a son importance. Dans l'expérience, le maître rentrait pour sortir les chiens. Il ne faut pas l'oublier ça. Il rentrait pour sortir les chiens. D'une manière aléatoire, il n'y a pas eu de différence significative quand c'était d'une manière régulière ou aléatoire. C'est-à-dire que le chien savait à l'avance quand le maître arrivait. Ce qu'il faut. Parce qu'on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. C'est qu'en fait, il est capable de rentrer dans la tête du maître et de savoir quand le maître va arriver. Pourquoi je dis ça, c'est important? Parce que dans les expériences de Fenel, quand le maître a décidé de ne pas sortir le chien, les chiens ne bougent pas à 50%. Si vous voulez, c'est clair ce que j'ai dit? C'est-à-dire que le chien sait quand le maître va arriver, quel que soit l'horaire, puisque c'est une tierce personne qui le dit, et quand le maître ne va pas les sortir, 50% des chiens ne bougent pas. Ce qui veut dire que les chiens sont capables de percevoir notre intentionnalité bien mieux que nous. Ils ont une espèce d'instinct qui est très élaboré. Alors après, bien entendu, il y a eu, Sheldrake, qui est un peu controversé sur ses champs morphiques, on verra après. Et Sheldrake, lui, il ne s'est pas embêté, il a pris une caméra, il a filmé. En temps normal, grosso modo, 15% des chiens sont à la fenêtre sur ces chiens. Quand le maître a décidé de partir, 50% des chiens, dans des cas aléatoires, 50% des chiens passent à la fenêtre. Dans les 10 minutes qui suivent le départ du maître, très loin de la maison, 60% des chiens vont se mettre à bouger. Ce qui veut dire en quelque sorte que les chiens sont capables de percevoir. On va voir les chats après. Je fais une petite parenthèse, si vous voulez, au niveau, parce que c'est une parenthèse particulière, c'est des expériences qui ont été faites en Union soviétique par Betcherev. Et Betcherev, lui, il était intimement convaincu que les animaux étaient capables de percevoir une intentionnalité profonde de leur maître. Je vous donne un exemple tout bête. Je suis allongé, je suis fatigué, je suis sur mon canapé, j'envie mes chaussons, je dis rien, et je vois mon chien qui va chercher les chaussons. C'était anecdotique. Anecdotique, ça ne veut pas dire que c'est peanuts. Anecdotique, ça veut dire que ce n'est pas publié. Au niveau anecdote, au niveau du grec, c'est pas publié. C'est vrai. Mais on va voir que c'est plus compliqué. Et Betcherev a été repris en Union soviétique, si vous voulez, au niveau des sous-marins nucléaires. Et au niveau des sous-marins nucléaires, en mettant des gens dans relaxation, yoga, etc., dans les sous-marins, et en URSS, puisque c'était l'Union soviétique, la communication avec des carrés, des ronds, des triangles, des combinaisons, est arrivée à 72%. Or, les valeurs significatives, c'est 7-8%. Les gens habitués, c'est ce qu'on appelle la télépathie, arrivaient à 72%. Ça a été abandonné, parce qu'on ne peut pas envoyer une ogive nucléaire tant que ce n'est pas 100%. Mais c'est quand même important. Et puis après, il y a David White. Alors David White, pourquoi? Il a passé sa vie avec les chats, et le chat le téléphone. Allez comprendre pourquoi. Il y a une multiplicité d'exemples où vous allez voir que le chat
va réagir à un coup de téléphone quand c'est le coup de téléphone du maître. Il a été très loin en provoquant des décalages horaires. Le chat ne bouge pas à 10 coups de téléphone quand c'est le maître qui appelle, il s'enroule au niveau du comité, au niveau du combiné téléphonique. Ce qui veut dire que le chat sait. Nous, on ne sait pas. Ça, c'est les expériences des animaux avec leur maître. Mais il y a les expériences d'Eisner entre les animaux. Alors là, ça va encore plus loin. Et ça, on n'est pas capable de le faire. Alors, les animaux d'Eisner, si vous voulez, les expériences d'Eisner, c'est quoi? C'est très simple. On prend des chiens, on les met dans une pièce. Il y en a 6. On les sépare au bout de quelques temps. Il y en a 3 qui vont être appareillés d'un électromyogramme, électrocardiogramme. Et il y en a 3 qu'on va prendre en laisse, qu'on va traumatiser, gentiment, mais on les traumatise. À une valeur significative de 75%, ceux qui sont appareillés le ressentent. Ce qui veut dire que quelque part, quand vous avez des animaux qui sont très proches, quand vous faites du mal à l'un, l'autre va le ressentir, quelle que soit la distance. Et ça a été fait ensuite avec des mères et leurs bébés, et là on est passé de 75 à 80%. Ce qui veut dire que quelque part, dans des animaux entre eux, la souffrance est transmissible d'une manière évidente. Ensuite, il y a des expériences qui vont encore plus loin, transgénérationnelles, les fameuses expériences des cattle guards. On a mis pour des troupeaux, on a mis des fils barbelés, après des fils électriques, puis après on a mis, dans un réflexe pavlovien, si vous voulez, des bandes blanches. Quand il y avait des bandes blanches, ils savaient qu'il ne fallait pas les dépasser. Ou ça défie l'imagination, c'est que les troupeaux d'autres États ne dépassaient pas les lignes blanches, comme s'ils savaient. Thierry, au niveau maritime, nous a dit comment des maquereaux de la côte atlantique lorientaise, qui vont être très sensibles à un type d'appât, automatiquement, dans le même temps ou dans les 10 minutes, ceux de la côte pacifique le savent. Ce qui veut dire qu'il y a une transmission que l'on ne comprend pas, mais eux, ils s'en servent. Et il y a la fameuse expérience des labyrinthes. Alors celle-là, elle est très parlante. Pour vous, elle va être très parlante. Vous prenez des rats, si vous voulez, qui se côtoient un peu. Vous avez, là, dans un autre cage, des rats, des mères avec leurs enfants. Vous allez artificiellement faire 4 cages. Vous allez couper les rats qui se côtoient, et vous allez mettre d'un côté les mères et leurs enfants. D'accord? Ça va, il y a 4 cages. Quand vous faites apprendre un labyrinthe, vous séparez les cages, bien sûr, avec une certaine distance. Quand vous faites apprendre le labyrinthe aux copains, ils mettent 7 minutes. Les autres copains de toute cage mettent 7 minutes. Vous faites faire le même labyrinthe aux mères, elles mettent 7 minutes. Les petits font 3 minutes. Ce qui veut dire que pour les mères, on sait qu'il y a une transmission, si vous voulez, infraclinique entre eux. Et je pense que c'est pareil au niveau des humains. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne l'utilise pas, parce que nous, on est toujours dans la réflexion. Alors, je vous donne 2 petits cas particuliers pour vous, que vous avez dû ressentir. Le premier cas particulier qui est marrant, c'est que, je ne sais pas, des fois, quand vous allez chez le vétérinaire, votre chien se barre. Vous ne l'avez pas dit, mais il faut le corps. Un deuxième exemple qui est absolument fantastique, c'est que vous êtes en voiture, et puis vous arrivez, le chien dort, et puis là, il se relève. Alors vous dire, ben oui, il le sent. Non, il sent que nous, on le sait. Vous voyez la différence ou pas? Alors, j'ai quand même des expériences, si vous voulez, en stock, je ne vais pas vous livrer, où on retrouve ce genre de transmission infraclinique. C'est dans toutes les études qui sont faites avec les jumeaux monozygotes. On s'est rendu compte que les jumeaux, quand il y en a un qui souffrait, l'autre le percevait mieux. Parce qu'il y a un lien. Mais je vous ferai remarquer une petite chose. Et ça, il faut que vous le compreniez, que vous le notiez dans l'évolution. Toutes ces transmissions sont liées au niveau de l'intelligence émotionnelle. Aucune n'est liée à la valeur intellectuelle. Deuxièmement, il y a la localisation. Alors là, on n'est pas au comble de nos surprises, la localisation. Alors, je vais pas vous... J'ai pris quand même l'émigration, si vous voulez. Non, j'ai pris l'émigration... j'ai pris, voilà, l'émigration, parce que la migration, ça vient d'être découvert il y a 2 mois. C'est-à-dire qu'au niveau de l'immigration, on pensait que les animaux se fluctuaient au niveau du champ magnétique. On a enlevé la ferrite qu'ils ont dans la tête, donc ils se débrouillent aussi bien. Comment des animaux sans ferrite, donc qui peuvent jouer au niveau d'un champ magnétique, quel que soit le temps, quel que soit s'il fait noir, ils y arrivent.
Alors on s'est rendu compte, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué, qui joue au niveau quantique. C'est-à-dire qu'au niveau du cryptochrome 4, si vous voulez, il y a des électrons solitaires qui sont en intrication quantique et qui, quelque part, permettent de jouer au niveau du flux magnétique. C'est-à-dire que les animaux jouent au niveau de la mécanique quantique et eux s'en servent. Nous, on joue avec la mécanique quantique, mais on ne s'en sert pas. C'est quand même important. Vous voyez déjà quand même les gradients. Alors maintenant, il y a les fameuses expériences de Schmitt et Eric. Schmitt et Eric, c'est simple. Ils prennent des animaux, des chiens et des chats. Ils les mettent dans des cages opaques. Ils les mettent dans des voitures, 100 litres, opaques. Ils font en moyenne 35 à 50 km. Ils relâchent les animaux. À 60%, les animaux retrouvent leur maison. Ça, on le sait. Où ça devient quand même performant, c'est qu'ils prennent les raccourcis. Ça, on ne comprend pas. On ne sait pas, on ne comprend pas. Alors, bien sûr, ces choses-là de Schmitt et Eric, c'était phénoménal. Et la BBC a pris Röntgen, et Röntgen, vous pouvez aller chercher, c'est marqué, et vous retrouvez les expériences qui ont été faites de chiens qui étaient dans des cages, dans des coffres, et qui revenaient, qui prenaient également les raccourcis. C'est absolument... c'est surréaliste. Il y a Long, si vous voulez, qui a beaucoup travaillé sur les loups isolés qui ont récupéré la meute, on ne sait pas comment, à 300 km. Et puis il y a les fameuses expériences de Duller qui a passé sa vie pour prouver, pour faire voir, pour montrer à quel point les chiens, vous les relâchez, ils récupèrent la tombe de leur maître. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Alors là, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Parce que les animaux, vous avez tous entendu parler, d'ailleurs c'est la trame de l'incroyable voyage de Walt Disney, des animaux qui sont capables de revenir et de retrouver leur maître. Ce qui est incroyable, c'est que les chats, je me suis toujours posé la question, est-ce que les chats vivent chez leur maître ou est-ce que c'est les maîtres qui vivent chez les chats? On est d'accord. Au-dessus de 800 km, les chats sont victorieux. Ils retrouvent toujours la maison de leur maître. Ce qui veut dire que l'appréciation subjective du cerveau gauche par rapport à l'attachement d'un chat qui paraît détaché, il est très profond. D'accord? C'est vachement important de le savoir. Et maintenant, on arrive, si vous voulez, à quelque chose qui défie l'imagination et qui, quelque part, va, j'espère, vous aider à voir que dans vos relations, c'est pas si simple que ça, c'est ce qu'on appelle la précognition. La précognition, qu'est-ce que c'est? C'est de savoir à l'avance. Alors, c'est pas moi qui l'ai découvert, hein, c'est Pauli, prix Nobel de chimie. Il y a la relativité d'Einstein, mais c'est Pauli qui surtout s'est intéressé à ça, avec Bohm sur le monde implicite, j'en passe et des meilleurs, et qui s'y est associé avec Carl Gustav Jung. Et vous avez tous entendu parler des synchronicités. Qu'est-ce que c'est qu'une synchronicité? C'est un hasard, c'est quelque chose qui intervient, c'est quelque chose de bizarre, c'est une coïncidence. Et on peut se poser les questions maintenant par l'ordre de l'intrication quantique, je vous en parle rapidement si vous voulez, c'est que quelque part, on se pose la question de savoir si ces hasards, ces coïncidences, cette synchronicité ne sont rien d'autre que l'empreinte du futur. C'est-à-dire que, sans rentrer dans le monde de la mécanique quantique, si vous voulez, grosso modo, qu'est-ce que c'est que l'intrication quantique? C'est que lorsque vous avez une particule, que vous la coupez en deux, vous faites bouger une partie, les deux particules existent, A et B. Quand vous faites bouger A, B bouge de la même manière automatiquement. Ça veut dire qu'il y a une instantanéité de l'information. Ce qui veut dire que quelque part, là, on va plus vite que la vitesse de la lumière et que l'intrication quantique avec l'instantanéité remettrait en cause la flèche du temps qui est passé, présent, futur, mais qui pourrait être futur, présent, passé. Actuellement, au CNRS, pour une fois qu'il y a un Français qui s'occupe à ça, c'est Philippe Guillemant, il est intimement convaincu qu'il y a une réversibilité du temps au niveau de notre cerveau droit. Le cerveau droit inclut l'inconscient qui fonctionne tout le temps. Et le cerveau droit n'est pas dans la même temporalité que le cerveau gauche. Le cerveau droit, si vous voulez, est tout à fait capable, je ne vais pas partir dans les rêves prémonitoires, ça va dans la magie, mais le cerveau droit n'est pas dans la même temporalité. Et Guillemant, lui, va très très loin, c'est le patron de Centrale et de la CNRS, et il dit, quand vous ressentez au fond de vous-même une intentionnalité très puissante, très forte, irrationnelle, il y a de fortes chances que ce soit l'empreinte du futur. Donc, si vous voulez, actuellement, on va s'en rendre compte, le gros de la troupe de la recherche, c'est sur l'intrication quantique avec les réversibilités de temps. Alors, Musk, il est dans l'IA, l'intelligence artificielle, mais il prend beaucoup d'animaux pour être dans l'intelligence artificielle.
avec l'intelligence animale. Parce qu'il sait très bien que l'intelligence animale est beaucoup plus performante qu'on pourrait le croire. Quand on voit tout ce qui se passe au niveau des gens qui font la mécanique quantique, au niveau de la théorie des membranes, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est trop compliqué, quand on voit les états superposés d'Everett, etc., les animaux sont au centre du débat. Quand on voit ce qui se passe à Liège pour les états de conscience modifiés, les animaux sont dedans. Les animaux sont au centre de la recherche, partout, 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 partout. Et je trouve incroyable que quelque part, vous allez voir sur quoi ça débouche, on ne s'en rend pas compte. Parce que maintenant, on sait que ce que vous pensez, c'est pas ce que vous pensez. C'est ce que vous avez ressenti ou que vous allez exprimer. Et vous êtes sûr que vous pensez, c'est ce que vous pensez. C'est faux. Ce que je veux dire, c'est que grosso modo, ce que vous pensez correspond à peu près à 3% de votre réalité. Les animaux sont plus performants que nous. Mais bon, c'est nouveau. Alors, la précognition. Alors, la précognition, il y a deux types de précognition. Il y a la précognition par rapport à leur capacité de flair. Par exemple, ils sont capables de repérer les séismes, tout simplement parce qu'il y a des variations thermiques et puis qu'ils sentent les acides aminés, ils prévoient les séismes, etc., etc. Encore que les Chinois, actuellement, ont une batterie de cages ascensorielles où ils mettent des chiens, où ils coupent tous les sens, où quelque part, ils sont en étude. Ils ont 300-400 chats et chiens pour savoir s'ils sont capables de prévoir dans des caissons ascensoriels. Ou c'est intéressant, je vais vous prendre un exemple de précognition tout bête. C'est Jean-Paul Belmondo. Vous regardez 30 millions d'amis et Jean-Paul Belmondo. Et il avait un petit chien qui était un Yorkshire, comme à Denis, là. Un petit Yorkshire. Et ce petit Yorkshire, c'est lui qui a aimé Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo était avec son Yorkshire tout le temps. Un jour, il se change dans sa roulotte, là, il change... Voilà. Et le chien, le Yorkshire, quand ça gueule, on s'en fout un peu, c'est pas comme Prozac ou un gros chien, il le fout d'un côté, et le chien était vraiment très bizarre, agressif. Il le balance, et puis vous savez très bien que Jean-Paul Belmondo ne se faisait pas doubler lors de ses cascades, et là, seule fois de sa vie, triple fracture vertébrale, double fracture du bassin, 4 fractures des côtes. Et c'est a posteriori qu'il s'en rend compte, puisque nous, cerveau gauche, on vit dans passé, présent, futur. Donc c'est après qu'on s'en rend compte. Et le chien, la seule fois où le chien l'a empêché de sortir, c'est le jour, là c'est la précognition, il le savait. Alors, Christine Vicry a passé toute sa vie, si vous voulez, à voir où certaines personnes qui vivaient avec des chiens ont eu des morts cliniques subites. Et là, c'est un peu stupéfiant. Là, on est dans de l'empirisme, on est dans du pragmatique, on observe. Actuellement, si vous voulez, je suis très sensible au niveau des EHPAD pour voir, quand il y a des chats ou des chiens, s'ils sont capables de se diriger vers des chambres où les gens vont mourir le lendemain. On l'observe, c'est effet fréquent. Et après, il y a les expériences de Polinario, qui a passé sa vie à observer les animaux qui gênaient leur maître après des choses extérieures, qui étaient avalanches, accidents de la voie publique ou des choses comme ça. Et on a des exemples, mais qui ne peuvent être qu'a posteriori, puisqu'on n'a pas ces capacités d'être dans l'anticipation. Alors, vous allez me dire, les animaux, c'est comme ça. Eh bien, c'est pas si évident que ça, parce qu'il y a dernièrement les expériences de Radin. Les expériences de Radin, elles sont intéressantes. C'est 25 étudiants. Il a pris 25 étudiants, et là, il faut que vous écoutiez très attentivement, parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes obligé de revoir votre copie. Radin a pris 25 étudiants qu'il a pris dans une salle, et la règle du jeu, c'était toutes les 5 secondes, une image. Et toutes les 5 images, qui étaient des images merveilleuses, d'une mère et son enfant, d'une rivière, de quelqu'un qui embrasse son chien, la 5e image était une image atroce. Un gars coupé à coups de rasoir, enfin, dégueulasse. Et là, tous les étudiants étaient sous électroencéphalo, électrocardio, électromyo. Grave. D'accord? C'était normal. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait d'une manière aléatoire. Et là, ce qui est hallucinant, c'est que d'une manière aléatoire, 4 secondes avant l'image agressante, les gens réagissaient d'une manière significative. Ce qui fait que vous, dans cette salle, ou moi dans cette salle, on n'en a pas conscience, puisqu'on veut tout savoir, tout gérer, tout cadrer, organiser. Mais on est en interférence par rapport à des choses qui se passent, que notre cerveau droit valide, qui est obturé par le cerveau gauche, et des fois on va se mettre en colère, parce qu'on n'a pas perçu ces valeurs du cerveau droit, en trouvant un support à gauche, quelqu'un qui vous regarde de travers, etc., en étant intimement sûr que c'est lui le responsable. Si vous voulez, ce qui est hallucinant, c'est de voir à quel point, si vous voulez, c'est intéressant. Alors, je reviens chez le Drake, si vous voulez.
Et puis c'est fini. Et Sheldrake, lui, il a envisagé les champs morphiques ou les champs morphogéniques. Il revient en forme. Il dit que tout ce qui nous entoure, là, tous, c'est des valeurs informationnelles. Les Asiatiques le disent, c'est vite créatif. Et comme dans ces valeurs informationnelles, seul le cerveau droit est capable de les capter. Et que quelque part, le cerveau droit est sans arrêt d'interférence. Or, ce cerveau droit nous entoure tous. Ça, on le sait, c'est la 11e dimension, si vous voulez. C'est comme si on était reliés par la 11e dimension, c'est la supergravité, ça tout le monde est d'accord. On est tous reliés par ce champ de supergravité qui nous entoure tous. Où des valeurs du cerveau droit fonctionnent. Ce qui fait qu'on est tous en interrelation. Mais notre cerveau droit est obturé par le cerveau gauche, comme le disait Maëlys. Et le problème, si vous voulez, c'est que il y arrive des synchronicités, il arrive des hasards, il arrive des coïncidences. Mais comme on n'est pas capable, on ne sait pas aller dans le futur, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et Jung disait une phrase très juste, il disait, plus vous avez de synchronicité que vous ne comprenez pas, plus vous êtes en phase avec votre cerveau droit. Et ça, c'était quelque chose qui est intéressant. Si vous voulez, on en arrive à la fin, si vous voulez, pas tout à fait à la fin, mais presque, c'est pour vous faire comprendre une phrase, parce que toute ma conférence est pour une phrase. Hein, c'est toute la conférence pour une phrase. Maintenant, je vous ai parlé de négantropie et d'entropie. L'entropie, c'est absolument infroyable de voir notre Terre, on bousille des animaux, on bousille tout, quoi, au titre du profit du cerveau gauche. Et quand on a remis à Yellowstone les animaux, alors je ne prends pas que les chiens et les singes, je prends les animaux, c'est plus parlant. Par exemple, on a réintroduit les loups, qu'ont tué certains cerfs, l'herbe a repoussé, il y a eu des rongeurs. Comme il y a eu des rongeurs, il y a eu des castors qui ont fait des barrages, il y a eu de l'eau, il y a eu des poissons, il y a eu des moustiques, les aigles sont venus. Vous voyez, les corbeaux aussi. Si vous voulez, il y a ce que l'on appelle un pouvoir collectif animal qui n'est pas anthropique, qui est néganthropique. C'est-à-dire que maintenant, on en arrive à se rendre compte que quand on met les hommes ensemble, c'est anthropique. Quand on met les animaux ensemble, c'est néganthropique. Ça, c'est quelque chose qui est observé, qu'on retrouve partout. Alors, ça nous amène à quelques petites réflexions. La première réflexion, si vous voulez, que je vois très régulièrement, puisque je suis conseiller délégué à la consigne animale, c'est des panneaux qui disent « Surtout laissez la forêt aussi propre que le feraient les animaux ». Je trouve ça extraordinaire, si vous voulez. La deuxième chose qui est très importante, si vous voulez, c'est au niveau, on m'a posé pas mal de questions, mais je ne peux pas faire autrement que de dire que quand on pénètre dans un abattoir, c'est un univers de cauchemar, c'est le massacre des saints innocents, et c'est le premier dans le jardin des supplices. Ça, c'est quelque chose que j'avais envie de dire. Alors maintenant, je vais finir par une phrase qui dit « Il y a toujours en moi cet aspect bouleversant de l'animal, qui ne possède rien sauf sa vie, que souvent nous lui prenons. Il y a cette immense liberté de l'animal, vivant sans plus sa réalité d'être, sans tout le faux que nous nous attribuons, pour nous donner la sensation d'exister. C'est pourquoi les souffrances des animaux me touchent à ce point comme celles des enfants. » C'est Marguerite Yourcenar. Maintenant, quelques lois. Alors là, il y a quand même une bonne loi qui est passée donc, en septembre 2021, le 19 septembre, parce que tous les grands Manitou de la recherche, Kiel, Olivier, Schwarzenberg, en France, en Italie, ont dit que l'expérimentation animale et la vivisection, c'était un gros indicateur. Ça y est, la loi est passée, il va falloir revoir sa copie. Au niveau de la loi, au niveau du Sénat, hier, c'était un peu décevant parce que c'était un peu détricoté. Alors, qu'est-ce qu'il en reste? Abandonner, faire du mal animal, c'est 2 ou 3 ans de prison, 50 000 € d'amende, amende forte pour les chats qui ne sont pas pucés, ainsi que les chiens qui ne sont pas pucés. Par contre, ils ont trouvé qu'on était obligé de laisser la vente dans les animaleries, parce que sinon il y aurait une augmentation du trafic, mais ils ont interdit la vente par Internet. En fait, ils ont ménagé la chèvre et le chou. Donc, simplement, ce qui est important à retenir, c'est que vos animaux que vous voyez sont beaucoup moins intelligents que vous sur un plan intellectuel, sans problème. Simplement que si les animaux, avec leurs valeurs, nous jugeaient, ils diraient « les humains ne sont pas très futés intellectuellement ». Donc, il faut se méfier des items qui sont pris. Ce qui est très important, c'est de se rendre compte qu'actuellement, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est à la pointe du progrès, les GAFA, tout le monde travaille sur les animaux parce qu'on s'est très bien rendu compte que l'association entre l'intelligence intellectuelle et l'intelligence émotionnelle était plus performante parce qu'elle permettait l'appréhension de valeurs cognitives
comme la localisation, la transmission intraclinique et surtout la précognition, et tout le monde travaille dessus. C'est assez étonnant, là vous le savez, je vous donnerai toutes les valeurs. Alors maintenant, on arrive à la fameuse phrase où toute la conférence repose sur cette phrase. C'est le plus grand Manitou d'éthologie à l'Université de Chicago, c'est Hipley. Alors écoutez bien ce qu'il dit, parce que maintenant vous allez le comprendre. Et vous comprendrez mieux pourquoi moi, au niveau du PEDT, programme d'éducation du territoire, quand les enfants, entre midi et 2, si on pouvait leur imprimer ces valeurs-là, ça changerait. Parce que quelqu'un qui est équilibré entre valeur gauche et valeur gauche, je vais être performant, valeur droite, j'en profite. Il y a un ego au sein du collectif, mais pas un ego pour soi. L'ego est bon, mais il est pour le collectif. On n'a rien à prouver, on en profite, mais on bosse quand même. On n'est pas dans une course à l'échalote délétère, on est juste. Et en étant juste, en vivant mieux, on va avoir des perceptions que ceux qui réussissent, soi-disant, par rapport aux valeurs intellectuelles, ne pourront pas avoir. Vous voyez, toute l'importance de l'intrication quantique, enfin de la précognition. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'intrication quantique, etc. Ça n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est le résultat et que vous le sachiez. Donc, Hipley, qui est quand même la grosse tête actuellement, voilà ce qu'il dit, et j'ai envie de le citer. Ceux qui parlent intuitivement à leurs animaux, leurs chiens ou leurs chats, font preuve d'un certain anthropomorphisme. Anthropomorphisme, c'est prêter à l'animal les qualités qu'à l'homme. D'accord? Bon. C'est vrai. Mais en faisant ça, ils font vivre leur âme ou leur valeur émotionnelle. Et de ce fait, manifestent d'une manière évidente une supériorité intellectuelle qui est l'association de l'intellect à l'affect. L'anthropomorphisme reste donc la meilleure preuve d'une grande ouverture d'esprit, d'une humanité remarquable, d'une grande sociabilité et d'une intelligence sensible supérieure à la norme, sans le moindre effort. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est fini. Si on résume, la Terre, c'est un être vivant. Les animaux, ils sont plus équilibrés. Au cours de l'évolution, les animaux ont pris une place importante. Là, ils sont un petit peu domestiqués, fidèles, authentiques, 4 hormones sont thérapeutiques, un équilibre, un miroir parfait d'un équilibre entre l'intelligence et l'instinct. Et actuellement, sont vraiment à l'étude sur les transmissions intracliniques, l'orientation et la précognition. Et il nous prouve aussi, par la chaîne, que le collectif est une grande source d'évolution. Donc, si vous voulez, il y a un problème quand même. Il y a un problème. Le problème, c'est que les animaux vivent moins longtemps que nous, à part les perroquets et les tortues. C'est pour ça qu'au niveau de la délégation, et ça je remercie quand même ceux qui m'ont permis de le faire, c'est que ce qui est important pour moi, c'est que les enfants puissent appréhender ça, et on va faire des fiches pour qu'ils puissent appréhender ça. La deuxième chose, c'est que vous, au niveau de notre délégation, on puisse s'en servir au niveau des adultes. Et j'ai pensé qu'au niveau des animaux qui mourraient, ce serait bien qu'il y ait un endroit de recueillement. Donc ça a été voté, il n'y a aucun problème, il y aura ce qu'on appelle un jardin du souvenir à Lorient. Tout vous sera expliqué par voie de presse, par le centre. C'est vous, les Lorientais, qui choisirez l'endroit de ce jardin du souvenir, ou par des empreintes, ou par des urnes, des gens pourront pouvoir se recueillir. Il n'y aura pas d'inhumation, mais ce sera un lieu que les Lorientais vont choisir. Voilà, donc c'était assez compliqué. L'idée forte, c'est que quand vous vous sentez sensible et que vous vous sentez efficace, vous êtes beaucoup plus performant que lorsque vous compensez dans des valeurs intellectuelles pour vous réassurer. Il faut avoir le courage de s'équilibrer, et là, on rentre dans quelque chose qui est difficile dans notre époque, et c'est le psychiatre qui parle, si vous voulez, c'est la culpabilité d'être différent. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, je vous remercie d'avoir écouté. Alors, si vous avez des questions. Non. C'est qu'ils ont tout compris. Moi, je voulais vous demander. Attends. Attendez. Tiens. Est-ce que les examens médicaux complémentaires que l'on peut faire ont beaucoup évolué, autant que chez l'homme
Alors oui, là, au niveau des animaux, les examens complémentaires ont évolué. Il y a un petit problème. C'est que, par exemple, quelqu'un vous demande un IRM. Là, il y a quelqu'un dans la salle qui m'a demandé un IRM pour son genou qui était en vrac. Je lui ai fait faire un IRM. Ici, il ne m'a pas posé la question de savoir combien ça coûtait, parce que c'est remboursé par la Sécu. Au niveau des animaux, c'est pas remboursé par la Sécu, ce qui fait que la rentabilité est plus difficile. Alors, ils en sont à la radio. Maintenant, ils sont au scanner à Auray et à Nantes. Et l'IRM n'est pas encore n'est pas encore en place, mais ça ne serait tardé. Le problème, c'est que automatiquement, on est dans quelque chose d'un petit peu plus élitiste, parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale pour les animaux. Mais l'IRM, actuellement, dans le coin, je ne crois pas qu'il y en ait. Il y en a à Paris, mais dans le coin, il n'y a pas. Et par contre, on a un scanner à Nantes et un scanner à Auray. Si vous sentez que vous avez envie de poser une question que vous n'osez pas, soyez comme les animaux, posez-la. Non? Oui. Comment l'être humain pourrait davantage utiliser la mécanique quantique par rapport aux humains? Alors, ça c'est une question qui est pertinente. Comment les humains pourraient davantage utiliser la mécanique quantique? Alors, ça c'est intéressant parce que la mécanique, ce qu'on appelle ce qui est quantique, ça nous entoure. Et avant, on se disait, on est cartésien, en fait, on est les deux. Notre inconscient fonctionne sur un plan quantique, on le sait. Si on est capable, c'est tout le problème du pouvoir. C'est quelqu'un qui va utiliser l'axe quantique va automatiquement avoir un prix à payer, c'est la perte du pouvoir et de la représentativité. Il va être moins dans l'ego, plus souple, s'en foutre. Et souvent, c'est le psychiatre qui parle, nos symptômes ne sont que l'expression d'aller vers ce côté quantique où ça suffit d'être toujours en représentativité. Maintenant, actuellement, dans le monde, c'est ceux qui sont cerveau gauche qui ont le pouvoir. Comment être davantage dans le côté quantique? C'est accepter de perdre du pouvoir, de reprendre du pouvoir en soi en étant plus équilibré. Les techniques peuvent être les techniques médicales, relaxation, méditation. Les techniques affectives où on se rend compte que d'aimer l'autre, c'est plus important que son ego. Les techniques où on se sent juste, où on se sent bien. Et quand on est là-dedans, souvent, on a quand même de l'ambition. Mais on a de l'ambition pour le collectif, pas que pour soi. Il y a un équilibre qui se crée, mais je pense, très honnêtement, c'est que plus on vieillit, plus on s'en rapproche. Quand on est jeune, on va rentrer dedans, on va y aller. Et quelqu'un jeune qui va être dans cet équilibre-là va être moins enclin à réussir que celui qui va être en valeur gauche, quoi. Donc actuellement, je pense que la question est pertinente parce qu'on a tellement été dans ces valeurs de représentativité, de constatation, ces dictatures du sérieux, ces trucs complètement dépassés, qu'il faut peut-être être capable de prendre du recul, d'aller chercher ces valeurs droites, d'oser les exprimer, d'oser les vivre, ce qui fait qu'on n'est pas seul, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont faire ça, mais on va être moins dans une quête de... On va être moins hystérique et parano, quoi, si vous voulez. Et en principe, les gens qui ont le pouvoir, les gens qui réussissent, ont toujours cette connotation, si vous voulez, d'être dans la séduction et dans le pouvoir. C'est tout le jeu, la règle du jeu, quoi. Alors que les animaux qui sont équilibrés ont la séduction et le pouvoir, mais sans la chercher. Ça, c'est Jung qui disait ça, ou je ne me rappelle plus, ou un autre, je crois, qui disait le vrai pouvoir, c'est celui qu'on vous attribue, c'est pas celui que vous allez chercher. C'est voilà. Ouais. Oui, on sait que toutes les races évoluent au fil des temps. Attends, on va donner le micro. Attends, j'entends pas. J'entends pas. Merci. Oui, on sait que toutes les races, enfin les animaux, là aussi, évoluent au fil du temps, des années, des siècles. Est-ce que l'on peut penser qu'à un moment ou à un autre, un animal, le singe, le chien, le chat, pourrait plus évoluer plus vite que l'être humain et prendre le pouvoir à son compte? Alors, je vais répondre en biaisant. Si les enfants sont capables de s'imprégner des valeurs d'un animal, l'animal devient quelque part un peu un maître à penser. Je pense que le chien et certains chats sont beaucoup plus évolués que nous.
Par contre, ils n'ont pas cette technique de transmission, cette technique d'acquis que nous, on a. Je pense qu'actuellement, c'est ce que je disais, hein, toutes les grandes recherches sur un plan des champs morphiques et surtout sur les plans d'intrication, si vous voulez, se font sur les animaux. Donc je pense qu'actuellement, les animaux, on essaye de les rattraper, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Par contre, on va perdre du pouvoir. Et le problème dans une société, c'est qu'on a du pouvoir. Alors, est-ce qu'un animal va pouvoir évoluer pour nous dépasser? Je pense, au fond de moi-même, que c'est déjà fait. Par contre, on est tellement qu'on commence toujours à en prendre conscience. On commence tout de suite à en prendre conscience. Il nous a dépassés, mais il ne domine pas encore. Alors, est-ce que dépasser quelqu'un, c'est d'avoir le pouvoir sur lui? Moi, je crois pas. Je crois que c'est ça le fond du problème. Je pense que quelqu'un qui est bien, qui est juste, les gens vont tendre à aller vers lui. C'est comme quelque chose qui... Ils vont être attirés. Il n'aura pas besoin de revendiquer et de donner des conseils. Vous savez, les gens qui donnent des conseils, souvent, ils se parlent eux-mêmes. Hein. Je voulais voir aussi la différence entre l'intelligence des animaux sauvages et l'intelligence des animaux domestiques. Est-ce qu'il y a une différence flagrante ou quoi, par exemple, entre dauphins qui est plus sauvage ou chiens qui sont plus domestiques? Je pense que les animaux sauvages ont une particularité droite plus élaborée que les domestiqués. Les domestiqués ont inclus un système de codage avec nous, de langage, où ils sont plus gauche, où se situe l'intelligence manifestement dans les expériences qui sont faites à Liège, dans les états de conscience modifiés, les animaux sauvages sont plus performants. Donc au niveau de l'intelligence émotionnelle, instinctive, au niveau de l'aspect de la précognition, les animaux sauvages sont plus pointus. Plus on est intégré, plus on est sociabilisé par rapport des sociétés actuelles, plus on perd nos valeurs droites. Donc, alors ça nous renvoie bien entendu à toutes les études qui ont été faites au niveau optique avec les Inuits. Les Inuits, on sait qu'ils sont à 14 dixièmes, et plus ils intègrent, ils arrivent à 10 dixièmes ou 9 dixièmes au niveau optique. Au niveau de l'audition, c'est pareil. Donc, si vous voulez, vous savez, faut pas se... Je pense que, je finis ma réflexion, il ne faut pas se leurrer. Ce qu'on appelle les études sur les chamans, par exemple, les études sur les chamans, mais en étant sérieux, en étant... Les chamans, si vous voulez, c'est des gens qui vont avoir des rituels de cerveau gauche, les annulés. C'est ce que fait Erickson en hypnose, ce que fait Erickson dans l'hypnose, si vous voulez. Actuellement, c'est d'annuler le cerveau gauche pour laisser passer le cerveau droit, avec des valeurs analogiques. Je ne vais pas entrer dedans, mais les chamans, c'est ça. Hein. Ils sont tout à fait capables, par des processus initiatiques, d'annuler les valeurs gauches pour passer en valeur droit. C'est un peu les animaux sauvages, en quelque sorte. Mais, quand vous parlez de précognition à un animiste, ça ne l'étonne pas. C'est ça qui est étonnant. Si vous voulez, les choses qui sont stupéfiantes. On vit, moi je me rappellerai toujours d'une fois, un copain m'a donné une carte vue par quelqu'un qui vit en Nouvelle-Zélande. Et on voit quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, ça dépend de la manière dont on se place. Je ne voyais plus du tout la carte du monde, parce que les cartes du monde en fonction des pays, c'est en fonction d'où ils sont. Et on voyait une carte qui était complètement, je dis qu'est-ce que c'est que ça? C'est la carte du monde, c'était la même. Donc si vous voulez, ça dépend un petit peu de la manière dont on se place. Je trouve que l'idéal actuellement, c'est l'équilibre. Quand je vois cet homme qui est un peu décrié au niveau... Si vous voulez, tiens, je veux dire ça, l'intelligence artificielle actuellement, le gros danger, c'est la singularité. C'est-à-dire qu'actuellement, le gros problème de l'intelligence artificielle, c'est la singularité. Qu'est-ce que c'est la singularité? Elle est totalement différente de la singularité quantique. La singularité informatique, c'est quand est-ce que la conscience informatique va exister et peut prendre le pouvoir. Musk, par exemple, Tesla, dit « je ne comprends pas que ce ne soit pas arrivé ». Mais quand il faudra les brancher, ce sera trop tard. Donc, si vous voulez, la singularité, c'est l'intelligence artificielle.
Et on se rend compte que l'intelligence animale, c'est à Liège qui calcule ça, c'est à Yellowstone qui calcule ça, en Californie, que l'intelligence animale est plus performante, mais beaucoup moins dangereuse. Et là, on est un peu dans cet équilibre. Mais l'intelligence artificielle est plus rentable. Mais je pense que les animaux sauvages ont une intelligence droite, précognition, transmission, instinct, géolocalisation, beaucoup plus performante que nous. Par contre, nous, on va être plus à anticiper, prévoir, organiser, gérer. Il le faut. Le but, c'est pas d'être plus droit que gauche. Le but, c'est l'équilibre. Et celui qui a tout compris, c'est celui qui est dans l'équilibre. Alors, ça date pas de moi, c'est le taoïsme, c'est ces choses-là, quoi. Voilà. Ça veut dire qu'on a une influence, en fait, sur le cerveau de l'animal qu'on côtoie, en fait. Alors, ça, c'est vachement important, c'est très important, parce que, grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on parle à notre chien. Mais le chien, il fonctionne, cerveau droit. En fait, il y a une interférence entre les deux, où lui va être plus capable de le ressentir à base de valeurs de cerveau droit et de cerveau gauche. Alors, on influe, ouais, vous avez raison, on influe sur l'animal. Mais on va prendre le cas des orques, on va prendre le cas des dauphins. Les dauphins, soi-disant contents lors d'aller des delphinariums, qui continuent, la durée de vie est de, je ne me rappelle plus, ça doit être 5 ans ou 6 ans, 5-6 ans. La durée de vie d'un dauphin dans la mer, c'est 30 ans. Qu'est-ce qu'il a comme pathologie? Des pathologies dermato et des pathologies cardiaques. Et pourtant, il est content. Et ce qu'il y a de fou, c'est que quand vous mettez un dauphin, vous le relâchez, il ne part pas. Il faut qu'on l'aide à partir. À quel point l'attachement des animaux est quand même inconditionnel, quoi. Ouais. Voilà. Bon, il n'y a plus de questions, si vous me jamais. Alors, les relations... Non, c'est intéressant, ça. La relation des animaux avec la mort, c'est-à-dire qu'on se rend compte... Alors, les animaux... il y a le test du miroir, hein, il y a beaucoup d'animaux qui ont conscience d'exister. Le test du miroir, c'est le dauphin, l'éléphant, la pieuvre. Parce que, entre parenthèses, dans les nuisibles, il y a les corneilles. C'est le 5e animal considéré le plus intelligent au monde. Voilà. Anecdotique encore. Alors, la notion de la mort, je pense que les animaux à gros cerveau l'ont. Les animaux à gros cerveau, il y en a 3. C'est les dauphins, les cétacés, les éléphants et les singes. On sent que les suicides de cétacés, il y a quelque chose assez particulier. Il y a eu cette fameuse histoire populaire du cimetière des éléphants. Il y a l'accompagnement de la mort des bonobos. Donc, on sent que les animaux ont conscience qu'il y en a un qui va mourir, il y a de la tristesse. Maintenant, ils sont tellement évolués dans cet équilibre que je ne peux pas... comment vous dire? Les religions, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Ce qu'il y a derrière, je ne sais pas, c'est peu d'importance. Mais quand vous allez à Liège et qu'ils font toutes les expériences, et là on tombe dans quelque chose, il ne faut pas tomber dans le magique, on tombe dans le métaphysique, si vous voulez. Les Russes qui ont beaucoup travaillé dessus, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et le problème, c'est qu'un animal qui est cerveau gauche, cerveau droit, ne va pas avoir il va avoir conscience de disparaître dans la réalité, c'est sûr, mais il a une perception sans aucun doute au niveau informationnel de qu'il y a quelque chose derrière que nous n'avons pas, qu'on pressent et qu'on projette par des dieux. Voilà. Je ne sais pas si j'étais clair dans ce que j'ai dit. Donc, si vous voulez, voilà. Donc, la condition animale, qui est une condition souvent qui fait rire, c'est vrai que ça fait rire par rapport à des tas de choses qui sont importantes, etc. Je suis assez content parce que je suis un peu le librius de service ou l'électron libre, ce qui me permet d'aller travailler. J'ai fait une année, là j'ai passé un master d'éthologie parce que on ne peut pas s'occuper des animaux sans travailler dedans. Et en fait, si vous voulez, je pense que c'est assez troublant, quoi. Ce qui m'a beaucoup troublé actuellement, là il y a du monde, là il n'y a pas de problème, mais il y a eu des conférences où il y avait 20 ou 30 personnes et toute personne est en train de militer contre le côté vert, le côté des animaux, etc. Les gens ne viennent pas. Par contre, au match de foot, il y a 20 000 personnes. Ce qui veut bien dire en quelque sorte qu'actuellement d'apprendre
c'est difficile. Mais par contre, les gens qui n'apprennent plus, ils ne font qu'une seule chose, ils jugent. C'est là que sont les problèmes. Et le juge, c'est cerveau gauche. Apprendre, savoir ressentir des choses. Quand vous allez ressortir d'ici, vous verrez votre chien que vous dites, oh là là, il sait avant moi ce que je vais faire, c'est vrai. Il sait se repérer, il n'a pas besoin de GPS, c'est vrai. Il peut savoir ce que je pense, eh ben oui. Ben oui. Et je trouve que, si vous voulez, c'est important de le voir comme ça. Alors, ce qui était étonnant aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est produit, mais Elise, c'est une trentaine d'années, tu as quel âge ? 34. Elle a un chien qui a 2 ans. Moi, 68, j'ai mon chien qui a 10 ans. Et en fait, on se rend compte que l'affect qui entre, il est totalement le même. Ça, c'est important. Voilà. Bon, j'espère que vous a plu. Je vous remercie d'être venu. Quelle relation avec la chasse dans tous ces... Avec la chasse. Ah ben, écoutez, je veux dire quelque chose. J'ai parlé avec une conseillère municipale qui est pro-chasse. Et elle me dit, oui, mais si on chasse pas, il va y avoir trop de sangliers, trop de chevreuils. Je discute pas. Ça sert à quoi discuter? Les comptages sont débiles, puisque les comptages se font en fonction de l'urbanisation. Donc on aura automatiquement plus de chevreuils, il y a moins de place pour eux, donc voilà. La chasse, quand je dis je vois une biche et je suis en extase devant, il y a un don, la tuer, c'est inacceptable pour moi. Le problème, c'est que tout évolue. De toute manière, j'ai été voir pas mal de maires à gauche et à droite parce que mon statut me permet de côtoyer des gens que je ne pourrais pas côtoyer autrement, et je sais que les permis de chasse diminuent. Dans 2 ou 3 générations, il n'y aura plus de chasse, tout évolue et les corridas auront disparu. Ça, c'est une évidence. Maintenant, si on s'oppose brutalement, je pense qu'il faut savoir passer, savoir lâcher. Le temps est gagnant pour les animaux, parce que... Mais vous savez, il faut du temps, mais je pense que, si vous voulez, d'ici 2 générations, ce sera fini. À moins qu'on les ait exterminés avant, qu'on les ait tous domestiqués. Mais si on les a domestiqués, ils existeront un peu plus, puisque vous avez entendu, au début de la conférence, il y a plus d'animaux domestiques que d'habitants sur la région de l'Orient. Voilà. Bon, on arrête là, parce qu'il y en a qui veulent se coucher. Je sais pas, ils ont ouvert les portes. Voilà.